Bonjour à tous, je me présente, donc Victoria Brun, je suis chargée de mission au sein de la Fibre 64 et je suis donc en charge des webinaires. Je vous souhaite la bienvenue pour ce 11e rendez-vous dédié à l'accessibilité numérique. Donc ce webinaire sera animé par Francisco Ordas de la Fibre 64, d'Aurore Bouffel, chef de projet accessibilité et sobriété numérique à l'ADICO. L'ADICO est une structure mutualisante qui fait partie du réseau Déclic, avec qui nous échangeons très régulièrement sur les pratiques du numérique. Ils proposent déjà une offre sur l'accessibilité numérique à leurs membres sur le département de l'Oise. Nous aurons également le plaisir donc d'écouter Claire Sartou qui témoignera donc de la CAPB qui témoignera sur l'accessibilité numérique au sein de la CAPB. Pour des questions pratiques, si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez un chat qui est à votre disposition. Nos différents intervenants y répondront à la fin du webinaire. Je tiens également à vous informer que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible pour revisionnage sur le site webinaire.lafibre64.fr cette semaine. Je laisse sans plus tarder la parole à Francisco Ordas de la Fibre 64. Merci et bon webinaire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc c'est moi qui attaque et je vais vous parler de handicap, d'accessibilité numérique et de comment rendre un site internet accessible. Alors premièrement, le handicap c'est quoi? On part d'une définition qui dit que le handicap c'est la perte ou la restriction des possibilités de participer à la vie de la collectivité à égalité avec les autres, souvent liées à une ou plusieurs déficiences. On classe les handicaps dans 5 grandes familles et celles qui vont nous intéresser le plus par rapport aux questions d'accessibilité numérique, ça va être les handicaps moteurs, difficulté à se mouvoir, les handicaps sensoriels, en particulier les troubles visuels et auditifs, et puis certains handicaps intellectuels. Les autres sont moins concernés ou en tout cas seront rattachés à la partie handicap intellectuel. Alors, quelques chiffres sur le handicap pour qu'on prenne conscience du périmètre. On a un Français sur 6 qui est en situation de handicap, donc c'est tout de même 12 millions de personnes en France. On a 80% des handicaps qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire qu'on a cette tendance à dire personne handicapée, personne en fauteuil. En réalité, personne en fauteuil, c'est 2% des situations de handicap. Un petit focus sur le daltonisme. Pourquoi? Parce que ça touche un pourcentage important de la population masculine, puisqu'on est à 8% de la population masculine, 0,5% de la population féminine. Donc on est à près de 3 millions de daltoniens en France. Donc ce n'est pas négligeable, avec différentes formes de daltonisme en fonction du type de déficience. Et le dernier chiffre, 17% des personnes en situation de handicap sont au chômage. Donc c'est 2 fois supérieur au taux de chômage général en France. Donc ça pointe là effectivement une difficulté dans l'insertion du monde du travail. Quand on parle de handicap, naturellement on va penser handicap permanent, c'est-à-dire une personne qui de naissance ou suite à un accident a un handicap de type moteur, par exemple quelqu'un qui serait amputé d'un bras ou quelqu'un qui serait aveugle, qui serait sourd, donc des handicaps permanents. Alors, à ces handicaps permanents, on vient parfois rajouter des personnes qui sont dans des situations de handicap soit temporaires, soit situationnelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui se ferait opérer d'un bras, par exemple, ou de la vue, ou d'une oreille, va être dans les mêmes difficultés que la personne qui est en situation de handicap permanente. Même chose de manière très ponctuelle avec le handicap situationnel. Par exemple, une maman qui porte son bébé, elle va avoir un bras occupé, elle ne pourra pas s'en servir. Une personne dans un environnement sonore très bruyant ne pourra pas entendre, elle sera dans la même situation ponctuelle qu'une personne malentendante. Donc, ces catégories de handicap temporaire situationnel, plus le vieillissement de la population qui fait qu'on va vivre de plus en plus vieux et que donc de plus en plus on va être confronté à des difficultés moteurs, des difficultés auditives, des difficultés visuelles. Tout ceci amène à la conclusion que, au-delà des 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap et pour lesquelles c'est une vraie difficulté au quotidien d'utiliser des outils numériques,
il y a d'autres populations qui peuvent se retrouver ponctuellement face à un outil qui ne répond pas parce que voilà, elles sont à un instant T dans une situation de difficulté parce que l'outil n'est pas adapté. L'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? L'accessibilité numérique, c'est des outils qu'on va mettre entre les personnes qui sont en situation de handicap et les ressources numériques. Alors ces outils peuvent être des équipements matériels spécifiques, comme on voit ici une plage braille ou un clavier qui est adapté, ou un dispositif de pointage qu'on voit ici pour pouvoir taper sur les touches d'un clavier. Donc ça peut être des équipements matériels, mais ça peut être aussi des logiciels qui vont aider à accéder aux informations qui sont fournies par les outils numériques. Donc ça peut être des lecteurs d'écran, on y reviendra juste après, des loupes qui vont permettre de grossir les informations qui sont à l'écran, ou alors des dispositifs de reconnaissance vocale qui vont permettre, par exemple, ici sur la gauche, à une personne qui est tétraplégique, de pouvoir piloter son ordinateur alors qu'elle ne peut utiliser ni le clavier ni la souris. Donc on va voir souvent des outils comme ça techniques qui vont venir entre la personne en situation de handicap et la ressource numérique. Alors, je vais maintenant vous montrer, enfin, essayer de vous permettre de percevoir un tout petit peu à quoi peut ressembler telle ou telle situation de handicap, sachant que c'est bien sûr un domaine très compliqué et que voilà, on peut difficilement se mettre à la place d'une personne en situation de handicap, mais je vais vous donner quelques éléments. Premièrement, sur les handicaps moteurs. Donc la première des difficultés, ça va être pour quelqu'un qui, par exemple, ne peut pas utiliser une souris, mais peut utiliser un clavier. Comment je fais? Alors que la souris, c'est un outil qui nous semble absolument indispensable pour utiliser notre ordinateur ou naviguer sur un site internet. Donc si je ne peux pas utiliser la souris, je peux quand même utiliser le clavier. Alors, avec simplement quelques touches ici, la touche tabulation, la touche shift tabulation, la touche entrée, la barre d'espace et les flèches de direction, on doit pouvoir, avec ces seules touches, naviguer complètement et partout à l'intérieur d'un site internet. Donc ça, par exemple, c'est un des critères qui dit qu'un site internet est accessible ou pas, c'est je laisse la souris de côté, je prends juste le clavier et je me balade dans le site internet. Si je peux aller partout avec le clavier, avec les touches mentionnées là, c'est que le site est accessible. Et la plupart des sites, il y a des endroits où vous ne pourrez pas aller, parce que vous allez utiliser ces touches-là et vous vous rendrez compte qu'à tel ou tel endroit, vous ne pouvez pas accéder. Donc là, il y a une difficulté d'accès. Autre type de handicap moteur, la personne tétraplégique que j'évoquais tout à l'heure, elle ne peut pas utiliser la souris, mais elle ne peut pas non plus utiliser le clavier. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va utiliser? Un logiciel de reconnaissance vocale qui va lui permettre de simuler une souris virtuelle. C'est-à-dire qu'en gros, elle a son écran, elle dit tiens, à tel endroit, j'aimerais cliquer. Et dans ce cas-là, elle va appeler une fonction qu'on appelle un damier de souris qui va découper l'écran en 9 cases. Vous voyez ici, là, sur la droite. Et par exemple, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et la personne va dire, moi je veux cliquer là où il y a la ligne bleue, je vais choisir la case 5. À ce moment-là, la case 5 va être redécoupée en 9, et ainsi de suite à 3 ou 4 fois, jusqu'à ce que dans la petite case, il n'y ait plus que l'élément cliquable. Donc, ceci pour vous montrer qu'avec un logiciel de reconnaissance vocale, on peut se passer de clavier de souris, mais à quel prix? Puisque là où une personne valide, je dirais, va prendre sa souris et en une seconde la pointer au bon endroit et cliquer, là, une personne en situation de, par exemple, de tétraplégie, elle va devoir passer 5, 6, 7, 8, peut-être 10 commandes à l'ordinateur pour simplement pouvoir cliquer quelque part. Donc, illustration de difficultés rencontrées. Autre type de handicap sur le handicap intellectuel, la dyslexie. Alors là aussi, c'est très difficile de donner une illustration, mais je peux vous proposer ça. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un site qui affiche à l'écran quelque chose qui peut ressembler à ce qu'une personne en situation de dyslexie va percevoir face à un texte. C'est-à-dire, vous voyez, un texte mouvant, des lettres qui bougent, qui changent de place. Et donc, ça veut dire que pour ces personnes-là, il y a une difficulté à lire les textes, surtout si les polices de caractère ne sont pas adaptées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Petit exemple, sur le site de la communauté Pays Basque, on a par exemple un petit outil ici qui fait que je vais pouvoir venir choisir une police adaptée à la dyslexie. Donc, vous voyez, là, ça va transformer la police de caractère de la page et on va être sur une police de caractère
qui, a priori, permet aux personnes atteintes de dyslexie de pouvoir mieux discerner les textes qui sont présentés à l'écran. Alors, je me perds, voilà. Donc, handicap moteur, handicap intellectuel, et ensuite handicap sensoriel, c'est là où on a les choses les plus perceptibles et peut-être un peu plus faciles à montrer. La plupart des personnes malvoyantes, et en particulier toutes les personnes aveugles, vont utiliser des lecteurs d'écran. Un lecteur d'écran, ça va être un logiciel qui va lire ce qui se trouve à l'écran. Et en fait, il va lire le contenu des pages web, des pages HTML. Et là, on a une vraie difficulté parce que si les pages ne sont pas bien faites, s'il y a des éléments qui ne sont pas bien décrits, ben, le lecteur d'écran, lui, il va lire ce qu'on lui propose et du coup, il va lire des éléments qui ne sont pas forcément très pertinents. Alors ça, c'est difficile de vous montrer. Ah, mais je me rends compte que je n'ai pas partagé le son tout à l'heure. Zut. Bon, mais je vais pas vous montrer cette partie-là, c'est pas grave, parce que je voulais vous montrer ce que donne un lecteur d'écran. Donc, bon, le lecteur d'écran, lui, il lit un certain nombre d'informations, et c'est ça que la personne aveugle va pouvoir capter comme information. Zoom de texte incorrect. Alors, là aussi, les personnes qui sont malvoyantes, elles vont être amenées à zoomer les textes parce que, par exemple, cet affichage ici va être insuffisant pour quelqu'un qui n'y voit pas bien. Alors ça, c'est un exemple que vous pouvez faire là aussi sur vos sites internet très facilement. Dans n'importe quel navigateur, vous avez une fonction ici qui permet de zoomer. Et donc, le test typique qu'on fait, c'est on va zoomer jusqu'à 200%. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va regarder si les textes continuent à être lisibles. Est-ce qu'ils ne sont pas tronqués? Est-ce qu'ils ne se chevauchent pas les uns sur les autres? Est-ce qu'ils ne se chevauchent pas sur des images, par exemple? Alors, ça, c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup d'améliorations ces derniers temps, parce qu'avec l'apparition des smartphones et des tablettes, les sites Internet se sont adaptés de manière à s'afficher correctement sur tous les dispositifs. C'est ce qu'on appelle le responsive design. Donc là-dessus, de plus en plus, les sites Internet répondent bien à cette fonctionnalité de pouvoir zoomer les textes. Contraste de couleur insuffisant, très intéressant. Il y a une obligation pour que les sites Internet soient accessibles, c'est que les contrastes de couleurs soient suffisamment importants de manière, là aussi, à ce que des personnes qui ont des difficultés de vision puissent quand même correctement lire tous les textes qui sont restitués. Donc là, je vais vous faire un petit exemple. Je pars du site Internet de la FIP 64. Et vous voyez ici, nous avons un texte qui est écrit ici en haut à gauche dans un orange sur fond blanc. Et en fait, cet orange sur fond blanc, il n'est pas suffisant par rapport aux critères d'accessibilité. Alors, je vais vous montrer comment on peut détecter ça. Je prends un petit outil qui s'appelle Color Contrast Analyzer et je vais lui demander de m'analyser le contraste entre une couleur d'écriture et une couleur de fond. Donc, je viens ici avec ma pipette. Je viens choisir la couleur orange. Voilà. Et la couleur de fond, ben, elle est bonne puisque c'est du blanc. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est que sur les critères AA, ici, et ici, sur les textes et sur les grands textes, je vois que je ne suis pas conforme sur les petits textes. Je suis conforme sur les grands textes. Ça veut dire que ici, vous voyez, j'ai un contraste de 4. Et en fait, ce n'est pas suffisant. Il nous faut un contraste de 4,5. Donc là, si je passe sur le site internet de la FIP 64 sur un audit, ce qui va ressortir en particulier, c'est que là-dessus, le contraste n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Dans ce cas-là, c'est pas très compliqué. Je prends ma couleur ici. Vous voyez, chaque couleur a un code couleur. Et j'ai des sites ou des outils qui peuvent me dire quelle est la couleur que je dois prendre la plus approchante pour pouvoir répondre aux critères. Donc, j'ai dit par exemple que je suis en train d'écrire un orange sur un fond blanc, que j'ai un contraste qui est à 4, c'est pas bon, il me faut 4,5. Ben, je dis, ben, trouve-moi quelles sont les couleurs approchantes qui pourraient me permettre de répondre à l'obligation. Donc là, je vois par exemple, avec un contraste de 4,5,003, j'ai ce orange qui irait bien. Et si je prends effectivement le code et que je viens de le mettre ici, voilà, je suis conforme sur les critères AA.
Alors, pas sur les AAA, mais ce n'est pas une exigence aujourd'hui pour le périmètre qui nous intéresse. Dans ce cas-là, ben, je peux revenir vers mes développeurs, mes concepteurs, leur dire, ben là, il faut changer la couleur du orange. Alors, petit bémol, on peut être en difficulté par rapport à certaines chartes graphiques, mais en tout cas, on voit là que ces éléments-là sont faciles à tester et sont faciles à adapter, puisqu'il suffit d'aller chercher la couleur approchante qui répond aux critères en question. Autre difficulté que peuvent rencontrer les personnes sur des handicaps sensoriels, ça va être les vidéos qui n'ont pas de sous-titres, ou alors celles qui n'ont pas d'audio description, donc ils vont perturber tantôt les malentendants, tantôt les malvoyants. Et je termine avec le daltonisme, des données graphiques qui souvent ne sont pas accessibles aux daltoniens parce qu'on véhicule l'information à travers des couleurs. Donc vous avez ici sur la gauche un graphique où vous avez différentes courbes avec différentes couleurs, et à droite vous avez la restitution pour une certaine forme de daltonisme dans laquelle on voit que finalement la courbe rouge, verte et marron, à droite, c'est quasiment 3 courbes marron, et pareil pour les courbes pointillées en haut. Donc ça veut dire que je ne peux pas me contenter de restituer l'information comme ça. Soit il faut que je travaille sur la forme des courbes de manière à avoir des formes qui permettent des traits qui permettent de distinguer, ou alors il faut que je propose à côté une autre manière de restituer l'information que simplement sur cette courbe avec des couleurs. Alors, l'accessibilité numérique, c'est une obligation légale qui part de la loi de 2005 sur le handicap et du décret de 2019 qui définit le référentiel sur lequel on va s'appuyer pour vérifier si un site est accessible ou pas. Qui est concerné? Toutes les personnes morales de droit public et certaines de droit privé, donc toutes les collectivités, donc probablement vous toutes et vous tous qui êtes autour de ce webinaire. Le périmètre, il est très large aujourd'hui, c'est tous les services de communication au public en ligne. C'était les sites internet au début, puis finalement ça s'est étendu à tout le reste, jusqu'aux applications mobiles et même au mobilier urbain. Et comment on fait pour respecter cette obligation légale? Il faut respecter le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité dans sa version 4. On reviendra là-dessus par la suite. Quelles sont les sanctions qu'on encourt? Jusqu'à 2 000 € par site internet et par an pour les communes de moins de 5 000 habitants et 20 000 au-delà. À côté de cette obligation légale, il y a un constat, c'est que la grande majorité des sites internet des administrations ne sont pas conformes au RGA. Le Conseil national du numérique a publié un chiffre qui est de 96%. Et une autre étude très récente qui est parue la semaine dernière, enfin, en avril, dans la Gazette des communes, montrait que parmi les 250 démarches en ligne les plus utilisées par les citoyens, il n'y en a que 76 qui sont conformes au RGA. Et encore, c'est une estimation. Certains organismes donnent des chiffres beaucoup plus bas que ces 76. Donc il y a une vraie carence de respect de l'obligation légale par les collectivités. Alors, comment on fait pour rendre un site internet accessible? Dans un site internet, il y a deux parties. Il y a la partie émergée, la partie visible, c'est celle qu'on voit, les textes, les couleurs. Vous avez vu, on peut changer les polices pour les rendre plus accessibles, on peut changer les couleurs pour les contrastes. Il y a ce qu'on voit, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas. Toute la partie invisible, c'est le code. C'est les pages HTML, le code CSS, tout le moteur du site internet. Et là, il n'y a pas de secret. C'est là qu'est la difficulté. C'est exactement la même chose que sur un bâtiment. Si le bâtiment a été construit sans imaginer l'accessibilité aux personnes handicapées, si vous voulez le rendre accessible après, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux. La bonne méthode, c'est de le faire dès le départ. Et en tout cas, voilà, c'est rendre un site accessible, ça veut dire que le code doit être adapté complètement pour qu'il soit le plus accessible aux personnes en situation de handicap. Donc ça veut dire produire un code conforme au RGA, le faire auditer, on reviendra là-dessus. Et puis, petit bémol, attention aux outils de surcouche. Tout à l'heure, j'ai montré un outil de surcouche sur le site de l'agglomération Pays Basque qui permet de rapidement changer la police, par exemple. Donc ça, c'est un vrai plus. Mais les outils de surcouche ne remplacent pas la mise en conformité du site. C'est-à-dire, si je rajoute un outil de surcouche, je vais permettre à certains types de handicap d'avoir une solution palliative, mais ça ne répondra pas à tous les handicaps. Ça ne respectera pas l'obligation légale. Donc attention à des prestataires qui pourraient vous proposer ce type de solution comme étant la solution miracle et pas chère.
terminé, en résumé, les bénéfices d'un site internet conforme au RGA, bien sûr, c'est respecter la loi et éviter les sanctions, donc c'est déjà pas mal. Mais on se rend compte que c'est aussi, par effet rebond, aller vers donner plus de possibilités aussi aux personnes en difficulté au niveau de l'inclusion numérique, aux personnes en situation de handicap temporel ou situationnel, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et puis c'est aussi faire un pas vers les questions de numérique responsable, parce que finalement on se rend compte que rendre un site internet accessible, c'est souvent le toiletter et enlever un certain nombre de fonctionnalités un peu foufou, un peu paillettes. Et on va souvent vers des solutions plus light, plus légères et qui aussi sont peut-être moins consommatrices de ressources. Voilà, Victoria, j'en ai terminé. Je te laisse. Merci Francisco. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Aurore qui va nous faire sa présentation. Donc Aurore de l'ADICO, merci beaucoup Aurore d'avoir répondu donc à notre invitation pour ce webinaire. Mais écoutez, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de l'accessibilité numérique. Alors pour ma part, je vais me concentrer sur l'accessibilité au fil de la vie d'un service numérique et le voir comment aussi vous expliquer comment ça se passe de mon côté, comment se passent les accompagnements que je peux réaliser auprès de nos adhérents, auprès de nos collectivités. Juste avant, pour information, le service RG2A de l'ADICO existe depuis 2020. Donc, on a un petit peu d'avance sur nos collègues des autres territoires, mais pas tant que ça. On est quand même assez jeune encore. Pour ma part, je fais partie du service depuis 1 an. J'ai déjà pu réaliser une vingtaine d'audits de conformité et ça, c'est qu'une partie des accompagnements qu'on peut réaliser. Donc, pour vous situer, quand je parle de l'existence d'un service, on va parler de la phase de contractualisation avec le prestataire, puisque souvent c'est externalisé. On va voir aussi le développement du service, sa création, sa conception, l'audit de conformité au RG2A et la déclaration d'accessibilité. Donc ça vous a déjà été un petit peu présenté, mais je vais entrer un petit peu plus dans le détail. Je vais aussi vous parler du schéma pluriannuel de mise en accessibilité. Vous allez voir que c'est un document que vous devez publier. Je vais vous présenter un petit peu de quoi il s'agit. Et aussi parler de l'alimentation du service, puisque c'est aussi une grande partie de sa vie, au-delà de sa création. Tous les contenus que vous allez pouvoir publier dessus. Et enfin, le contact avec les usagers, c'est aussi important d'en parler. Vous verrez pourquoi. Donc, sans plus commencer, pour parler d'accessibilité, on a les obligations légales. Comme vous avez pu voir, c'est beaucoup des obligations de formalisme et de publicité. Très concrètement, c'est publier certaines mentions, certains documents pour ne pas subir des sanctions. Pour autant, pour bien faire de l'accessibilité, il faut vraiment aller au-delà de ce simple formalisme, de ce déclaratif, et vraiment penser accessibilité tout au long de l'existence de votre service. Et vraiment en impliquant toutes les parties prenantes autour de ce service. Donc, aussi bien les décideurs, si les élus ne sont pas sensibilisés au sujet, ils n'y prêteront pas forcément attention. Il y en a déjà beaucoup d'autres à avoir en tête lorsqu'on crée un site internet. Aussi les acheteurs publics, les juristes qui vont contractualiser, c'est important qu'ils soient sensibilisés pour bien intégrer les notions. Le prestataire ou l'équipe de développement interne, s'il y en a une, doivent être aussi sensibilisés, puisque sinon ils ne vont pas faire attention aux règles applicables, tout comme la communication, ou tout du moins la personne qui va être en charge des publications sur les sites. Donc vraiment, toute l'équipe doit être au moins sensibilisée au sujet, voire dans le meilleur des cas, avoir pu suivre une formation. Ça, c'est vraiment, si c'est possible, c'est l'idéal. Donc c'est une démarche transversale, mais c'est aussi une démarche d'amélioration continue. Ce qu'il faut bien comprendre, il ne faut pas se laisser impressionner par le côté technique et assez important de cette réglementation. Il faut y aller en allant, s'engager progressivement sur le sujet, se sensibiliser, se former au fil de l'eau et faire au mieux, faire des progrès. C'est ça qu'on attend de vous. Ce n'est pas de passer de 0 à 100 en conformité du jour au lendemain, c'est vraiment de s'inscrire dans la démarche et de le maintenir dans la durée. C'est aussi une source de qualité pour votre service de communication.
Ce qu'on dit souvent avec l'accessibilité numérique, c'est que c'est nécessaire pour certains et c'est utile pour tous. Ça a vraiment amélioré globalement votre service. Et c'est surtout une question d'inclusion numérique, c'est penser à l'ensemble de vos citoyens, à l'ensemble de vos administrés. Et c'est surtout ça qu'il faut garder en tête, puisque on peut se laisser un petit peu dépasser par toutes les règles, la technicité du sujet, mais il faut se rappeler qu'en bout de chaîne, ça va servir à certains de vos administrés et ça va aussi bénéficier à tout le monde. Donc, sans plus attendre, je passe à la première étape, celle du cahier des charges et du choix du prestataire. Même si vous êtes sur un petit montant qui ne nécessitera pas une contractualisation importante, c'est important de prévoir un document qui fixe vos attentes en matière d'accessibilité numérique. C'est valable d'ailleurs pour d'autres thématiques, mais je me concentre sur mon sujet aujourd'hui. Le respect du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, du fameux RG2A dont vous avez déjà parlé, ça c'est vraiment fondamental. Prévoir une page accessibilité sur votre site internet, c'est aussi important, c'est une obligation d'en avoir une, donc autant le prévoir dès le début. On peut aussi envisager des audits de contrôle si vous avez la possibilité de mettre ça en place au cours du développement. La réalisation de tests utilisateurs, ça c'est vraiment un processus intéressant à faire, encore une fois, si vous en avez la possibilité. C'est tout simplement faire appel à des personnes handicapées qui vont tester le site internet et vous faire un retour sur leur expérience. C'est différent des tests qui vont pouvoir être réalisés par un auditeur, parce que là, c'est des personnes qui n'auront pas forcément connaissance du RG2A et qui vont vraiment se concentrer sur leur ressenti à elles. L'ajout d'un menu de surcouche, donc ça peut être une option. Comme on l'a dit, les menus de surcouche, c'est à prendre avec précaution. C'est pas toujours implémenté d'une façon fonctionnelle. Il faut vraiment s'assurer que ça apporte quelque chose, sinon c'est un petit peu une impasse pour moi. La gestion des réclamations utilisateurs, c'est important d'y penser dès ce moment-là, puisque si vous avez un prestataire externe, si une question vous vient en lien avec l'accessibilité, vous aurez très certainement besoin de faire appel à votre prestataire. Donc c'est bien de l'envisager dès maintenant. Et aussi le maintien de l'accessibilité dans le temps, ça c'est très important, puisque votre prestataire peut faire le nécessaire au moment où il vous fournit le site. Cependant, par la suite, il peut y avoir de la maintenance, des modifications dans le code qui peuvent venir casser les efforts qui auront été faits au début. D'autant plus qu'il peut y avoir des changements dans les équipes de son côté, des personnes moins bien sensibilisées au sujet peut-être. Donc c'est important d'aussi poser des conditions qui demandent à ce que l'accessibilité soit maintenue dans le temps. Et c'est important de fixer tout ça par écrit, de le contractualiser parce que ça vous permet aussi de vous protéger et par la suite de vous retourner vers le prestataire en lui disant vous vous êtes engagé à cela dans le contrat, vous devez le mettre en place. Parce que ce qui peut arriver malheureusement si vous ne prévoyez pas ça dans le contrat, c'est que le prestataire va vous dire très bien mais dans ce cas-là je vous refacture, il y aura un surcoût. Donc si vous vous protégez par le contrat, c'est une manière aussi d'empêcher ce type de situation. Éventuellement, vous pourriez fixer un taux de conformité, puisqu'on parle de taux de conformité en matière d'accessibilité, le maximum étant 100%. Cependant, le risque, c'est que ça pourrait paraître maladroit. Par exemple, l'État s'est fixé un objectif de 75% de taux de conformité. Et très vite, les personnes qui ont besoin d'accessibilité ont dit « mais pourquoi viser 75%, pourquoi pas les 100% ?» Dans les faits, c'est très compliqué d'atteindre ces 100%, c'est pratiquement impossible. Mais s'engager à un taux inférieur, ça pourrait être mal perçu selon les publics. Pourquoi pas, mais c'est à prendre avec précaution. Et j'en profite aussi pour vous dire attention aux agences de communication qui proposent des sites internet et qui sont soi-disant compétentes en matière d'accessibilité, voire qui vous proposent une déclaration type déjà insérée dans le site internet sans que rien n'ait été fait de votre côté. Il est possible que certaines d'entre elles soient vraiment sérieuses et compétentes, mais prenez ça avec attention. Si c'est trop facile, c'est peut-être qu'il y a un loup derrière. Il faut faire attention à tout ça. D'ailleurs, moi, j'ai déjà pu accompagner une collectivité dans la rédaction du cahier des charges. On propose des clauses types, tout simplement, pour aider à l'insertion des conditions, puisque c'est pas évident de savoir ce dont il y a besoin. Donc, pour ça, on peut rédiger des modèles types. Et aussi, on peut accompagner dans l'étude des offres, puisqu'à nouveau, c'est pas évident de démêler le vrai du faux entre ce que prétend le prestataire dans son offre et la réalité. C'est pas toujours évident de faire la part des choses. Un indice intéressant à prendre en compte, c'est les formations, les certifications que présente le prestataire. Il y a par exemple la certification OPQUAST.
Attention cependant, ce n'est pas que accessibilité numérique, c'est plus largement sur de la qualité web. Donc le prestataire est peut-être un peu faible sur le sujet de l'accessibilité numérique. Je vois que je prends un peu de temps, donc j'accélère un petit peu. Dans le développement du service, c'est aussi important, si vous le pouvez, d'interroger votre prestataire sur la mise en place de l'accessibilité, lui demander tout simplement de vous donner des exemples de ce qu'il a pu faire pour en prendre compte. Il y a différentes thématiques à surveiller, les images, les couleurs, les médias, les tableaux, les liens. Le plus simple, c'est tout simplement d'aller sur la page du RG2A, c'est un site internet librement accessible, et de voir les éléments à prendre en compte. Attention aussi, si votre prestataire vous parle d'outils de test automatisés. Malheureusement, on a le cas d'un prestataire qui ne se basait que là-dessus, qui avait annoncé à sa collectivité un taux de conformité de 70%. Sauf qu'après avoir réalisé moi-même l'audit par mes moyens, en réalité, on était à 40% de conformité. Donc il y a vraiment des gros écarts, tout simplement, puisque tous les critères ne peuvent pas être testés de façon automatique. Voilà. Et se faire accompagner d'un auditeur, ça peut être intéressant. J'ai déjà eu la possibilité, moi, d'accompagner des collectivités au cours de la phase de développement avec leurs prestataires, ce qui permettait de gagner environ 20 points de conformité. Donc c'est assez intéressant comme travail quand on peut le faire. Et pour l'ADICO, on a aussi un service qui développe des sites internet pour nos collectivités. Tout simplement, je fais ce travail avec le service, j'audite les maquettes, j'audite les sites vitrines pour les améliorer autant que possible. L'audit de conformité au RG2A, c'est vraiment le travail central de la mise en accessibilité d'un service de communication. C'est vraiment de là que tout va se jouer. Pour le réaliser, on va tout simplement aller sur le site internet et créer un échantillon représentatif. Malheureusement, on ne peut pas auditer toutes les pages du site du service parce que ce serait trop compliqué. Il y a des sites internet qui sont assez volumineux. Donc, on va prendre autant de pages que nécessaire pour être représentatif. Il y a des pages obligatoires et après, on va compléter avec ce qui nous semble intéressant. Sur cet échantillon-là, on va se baser sur le RG2A et reprendre les 106 critères que contient ce fameux référentiel, ce qui peut constituer jusqu'à 257 tests à réaliser. Donc, vous l'aurez compris, on ne les réalise pas de manière automatique, mais manuellement lorsqu'on est auditeur accessibilité. On doit aussi utiliser des lecteurs d'écran, des technologies d'assistance. Donc moi, j'en utilise 3, par exemple, 2 sur ordinateur et 1 sur téléphone mobile pour être sûr d'avoir bien toutes les situations en place. Sur les critères, alors il faut savoir qu'heureusement, tous les critères ne sont pas nécessairement applicables d'une page à l'autre. Par exemple, s'il n'y a pas de tableau dans la page, tous les critères relatifs au tableau ne sont pas contrôlés. Donc, ce qui permet un peu d'alléger le nombre de tests. Et une fois qu'on a fait ce tri, alors on va vérifier pour chaque critère s'il est conforme ou non conforme. À savoir qu'il suffit d'une erreur dans une page pour le passer en non conforme. Par exemple, si vous avez des images porteuses d'informations, si vous avez bien mis les alternatives textuelles comme attendu, mais que vous en avez oublié une, malheureusement, on devra passer le critère en non conforme. Donc on va répéter cette opération pour l'ensemble des pages. C'est environ 10 à 20 pages en général à contrôler comme ça. Et il faut savoir que ça nous permet d'aboutir donc au fameux taux de conformité au RG2A. Et celui-là va se calculer en divisant le nombre de critères conformes validés par le nombre de critères applicables. Donc ça peut très vite chuter, puisqu'il suffit d'une erreur par page pour être en non conforme, à savoir que le non conforme, une fois qu'une page est en non conforme, ça vaut pour tout l'échantillon. Même si sur toutes les autres pages, ça fonctionne correctement. Donc ça peut très vite chuter. Donc c'est valable 3 ans, ce taux de conformité. Au bout de 3 ans, il faut répéter l'opération. Sauf si vous refondez votre site internet entre-temps, évidemment, c'est plus valable. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, ce processus-là. Donc j'essaie d'accélérer un petit peu parce que j'ai encore un petit peu de contenu. Je suis désolée, je vais parler un peu plus longtemps que prévu. Le schéma pluriannuel de mise en accessibilité, c'est un autre document à côté de la déclaration d'accessibilité qui doit être disponible sur le service, sur la page accessibilité. C'est tout simplement la politique de la structure, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement pour améliorer son accessibilité numérique sur 3 années maximum. Ça peut être de désigner un référent interne, de faire de la formation, de la sensibilisation, de programmer des audits, de mettre en place des clauses contractuelles. C'est vraiment quelles actions concrètement vous allez mettre en place, sur quelle échéance, et tout ça doit être centralisé sur un document rendu public.
Et ça va se décliner ensuite en plan d'action annuel et des bilans, évidemment. L'idée, c'est de vous pousser au changement par la prise d'engagement dans le temps. Donc, pour nos collectivités, nous, on leur fournit un modèle type qui leur permet de le rédiger en autonomie. Parce que on peut les accompagner, mais bon, évidemment, c'est facturé. Donc, pour les plus petites collectivités, ce n'est pas forcément pertinent. Donc, il y a un modèle type. Je vous invite, pour voir un exemple très concret, à aller sur la page de la DICO. Sur le site internet de la DICO, on a une page accessibilité. Vous retrouverez tous les éléments dont j'ai parlé jusqu'ici. Je pense qu'un exemple plus concret, ça vous sera très utile. J'avais prévu peut-être d'y aller, mais bon, je vais plutôt avancer dans la présentation et si on a un peu de temps, je vous en reparlerai. Et enfin, dernière étape, l'alimentation du service. Ça, c'est important que les personnes en charge de la communication soient aussi au fait des règles et bonnes pratiques. Parce que si le site internet est développé, accessible, mais que derrière le contenu publié ne l'est pas, ça va vraiment tout remettre en question. On peut perdre facilement 20 points, 20 à 30 points, rien qu'en faisant des erreurs dans les publications. Donc il faut faire attention aux alternatives textuelles, aux couleurs, à la mise à disposition de transcription textuelle, des sous-titres ou de description pour les vidéos qui sont de plus en plus populaires. Faire des liens clairs, compréhensibles, pas des cliquez ici, voir plus. Ça, c'est des choses qui sont pas très claires si on les prend de façon isolée, ce que peuvent faire les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran, par exemple. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir un lien. Cliquez ici pour connaître nos offres, par exemple. Là, je parle pour notre site, ça pourrait donner ça. Cliquez ici pour consulter les comptes rendus des conseils municipaux, par exemple. Ce serait plus clair que voir ici. La structuration, c'est important d'utiliser les titres, les fonctionnalités de liste lorsque c'est nécessaire, et aussi de publier des documents bureautiques accessibles. Je pense notamment aux comptes rendus des conseils municipaux. C'est important que tous ces documents-là soient également accessibles. Nous, pour la DICO, on met tout simplement en place des guides, vraiment des guides qui reprennent l'ensemble des critères, qui donnent des exemples concrets de mise en application et expliquer aussi pourquoi c'est nécessaire. Parce que c'est important de aussi toujours se rappeler pourquoi on le fait, pour oublier un peu peut-être le côté technique, même si au final, ce sont juste des bonnes habitudes à apprendre qui viennent remplacer les anciennes au fil de l'eau. Voilà. Et on donne aussi des pistes de correction, évidemment, à l'occasion des audits. Puisque si l'audit, le but, c'est d'avoir le taux de conformité et la déclaration, c'est aussi l'occasion de dire, attention, il y a une erreur à cet endroit-là, voici une piste de correction. On ne s'arrête pas à la simple... À nouveau, le déclaratif n'est pas suffisant pour être vraiment accessible. Et je termine avec le contact avec les usagers. Il faut savoir que vous avez obligation de proposer un moyen de contact aux usagers pour qu'ils puissent vous signaler des soucis d'accessibilité, des soucis qu'ils pourraient rencontrer, puisqu'à nouveau, un site 100% accessible, c'est très rare et c'est quasiment impossible. Donc, il y aura forcément des choses à corriger, surtout que c'est une démarche d'amélioration continue, donc vous vous améliorez, mais vous ne partez pas forcément d'une base très accessible. Donc, il faut prévoir ce moyen de contact. Donc, ça peut être un formulaire de contact, une boîte mail, tout simplement. Si vous mettez en place une boîte mail dédiée, pensez à la consulter ou à renvoyer vers une boîte mail qui est vraiment consultée régulièrement pour ne pas passer à côté. Tout simplement parce que vous avez un délai de 7 jours pour répondre en cas de demande liée à l'accessibilité. Vous pouvez demander un délai supplémentaire si vous devez, par exemple, consulter votre prestataire. À savoir que passé ce délai, la personne se retourne vers le défenseur des droits. Donc là, c'est une phase de médiation. C'est-à-dire que si la médiation échoue, le défenseur des droits peut se tourner vers le ministre chargé des sanctions. Voilà, donc c'est quand même important de prendre avec sérieux ces demandes qui vous sont adressées. Voilà. Merci Aurore. Désolée, j'étais un petit peu vite, mais... Non, mais c'était très intéressant, donc il n'y a pas de, vous inquiétez pas, au contraire, je pense que ça aura intéressé beaucoup de monde, donc c'est le principal. Écoutez, on va donc faire appel à notre témoin, Claire Sartou, si vous êtes disponible. Voilà, elle est là. Je suis là. Bonjour tout le monde. Bonjour, écoutez, je vous laisse la parole donc, pour présenter à la CAPB tout ce que vous faites sur l'accessibilité numérique. Ok, pas de problème. Merci beaucoup Victoria. Donc bonjour à tous. Donc je suis Claire Sartou, chef de projet à la mission accessibilité à la communauté d'agglomération Pays Basque.
Pour ceux qui ne connaissent pas la communauté d'agglomération Pays Basque, très rapidement, donc c'est une instance qui regroupe les 158 communes du Pays Basque, qui est présidée par Jean-René Etchegaray. Et au sein de cette agglomération, nous avons un vice-président en charge de l'accessibilité universelle du territoire, qui est monsieur Daniel Olsomendi. Donc, la mission accessibilité, elle dépend de la Direction générale des ressources et services support. Et elle est composée donc de 2 personnes. Et notre rôle avant tout, c'est un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des services de l'agglomération et des 158 communes du territoire qu'on accompagne sur tous les sujets en lien avec la loi sur le handicap, dont notamment l'accessibilité numérique. Alors sur l'accessibilité numérique, l'agglomération travaille ce sujet déjà depuis quelques années. En 2019, on a obtenu le label e-accessible de niveau 5. D'ailleurs, on était la première agglomération en France à obtenir le label de 5e niveau. Pour vous dire que l'engagement de la collectivité dans ce domaine. À savoir également qu'on est organisé, c'est une volonté territoriale au sein donc, de notre territoire avec un réseau qui s'appelle le réseau commission communale et commission intercommunale. Donc ça parlera peut-être à certains d'entre vous si vous êtes dans des collectivités, puisque je vous rappelle que toutes les communes de plus de 5000 habitants ont obligation d'avoir une commission communale pour l'accessibilité et leur EPCI de mettre en place une commission intercommunale. Donc c'est dans ce cadre de ce réseau qu'on mène beaucoup d'actions en matière d'accessibilité numérique, et notamment parce qu'on met en place de la mutualisation. Alors on mutualise quoi? On a mutualisé parce que l'accessibilité numérique, ça passe première chose, pour vous dire, la formation. Donc, on a formé sur le territoire, on s'est formé déjà au sein de la mission, mais on a aussi mis en place des formations. Donc, on forme qui et quoi. D'abord, chaque structure pour avoir un référent accessibilité numérique. Ensuite, vous avez tout ce qui est formation pour apprendre à rédiger et faire des contenus web accessibles. Également, la mission, elle s'est formée, alors ça c'est beaucoup plus particulier, donc pour faire les audits, et notamment parce qu'on souhaitait avoir quand même une certaine connaissance pour accompagner des démarches des autres collectivités donc en la matière. Donc on s'est formé aussi de manière à faire les audits rapides. Voilà, donc on fait un panel de formation qu'on a partagé, mutualisé entre tous, et on a fait venir des formateurs qualifiés sur le territoire en intra, parce que ça a évité les déplacements. Donc ça, c'est une première approche. Deuxième approche, dans le réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure, le réseau commission communale, commission intercommunale, ce réseau, il est composé notamment sur le volet numérique d'un réseau de techniciens numériques. Donc, c'est-à-dire on a les 15 communes de plus de 5000 habitants plus l'agglomération qui sont au sein de ce réseau, et on a également un réseau élu. Et c'est dans ce cadre-là, c'est le réseau élu qui décide des sujets sur lesquels travaillent les techniciens, et notamment on a mis en place, donc on a toute une plateforme ressources où on a mis en place des clauses pour les marchés publics, par exemple, communes. On a travaillé sur le sujet, puisqu'effectivement, comme ça a été dit précédemment, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est très important et c'est primordial que vous puissiez vous border, entre guillemets, dans vos cahiers des charges. Donc, voilà, on met des documents types et également, on est parti sur un projet voulu par les élus, puisque vous l'avez compris dans les présentations qui vous ont été faites précédemment, notre obligation en tant que collectivité est d'afficher une conformité du site. Cette conformité, elle peut être de 3 niveaux. Elle est soit totale, elle est soit partielle, elle est soit non conforme. Pour faire ça, vous avez obligation de passer des audits. Pour faire un audit, il faut être formé. Et un audit, comme vous l'a expliqué Aurore précédemment, c'est long, c'est très technique. Voilà, ça ne peut pas se faire comme ça. Peu de gens sont formés à faire des audits, en réalité. Attention aux prestataires qui s'annoncent auditeurs et qui ne sont pas réellement des auditeurs. Voilà, donc pour le coup, on a, nous, fait le choix, les élus nous ont demandé de travailler
sur une solution qui permettait de mutualiser un petit peu ses coûts. Or, le coût d'un audit, il est incompressible. Vous avez un échantillon, vous avez 106 critères par échantillon. Un échantillon, c'est minimum 10 pages. Voilà, donc c'est incompressible. Donc, on a fait l'approche un peu différente, c'est-à-dire, c'était de se dire, eh bien, peut-être que si on travaillait sur un socle commun qui permette de faire des sites accessibles, puisque tout le socle commun aura été travaillé accessible, ça pourrait nous faire gagner quand même, là pour le coup, économiquement, on pourrait s'y retrouver. Puisque je vous rappelle que l'audit, vous êtes obligé de le faire chaque fois que vous faites un site. D'accord? Et là, parce on ne parle, là le sujet, je ne vous parle que du site internet, mais comme l'a rappelé Francisco tout à l'heure, l'obligation numérique, elle s'applique bien au site internet, intranet, extranet et internet, et puis à toutes les applications mobiles et au mobilier urbain. Donc vous voyez que le champ est quand même colossal et que ça peut représenter très vite des budgets très importants, puisque en moyenne, on va dire à peu près, il faut compter à peu près 3 000 € pour un audit de site internet. Voilà. Donc, à l'échelle de notre territoire, même si aujourd'hui, voilà, plusieurs communes n'ont pas de site, on a décidé de travailler sur cet axe-là. Et je peux vous montrer un petit peu là, très rapidement, ce que ça a donné. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on produit, on est en train de le finaliser, de le sortir, donc une plateforme. Donc là, il faut le voir pour une plateforme Elgar Web, ce qui veut dire ensemble le web, n'est pas un site internet, hein, c'est pas un site d'une commune, c'est pas du tout ça, c'est simplement la construction, la maison commune qu'on construit sur le Pays Basque, et ensuite, chaque commune va pouvoir récupérer ces fondations-là et venir, elle, créer son propre site. Voilà, c'est ça l'objectif, sachant qu'Elgar Web, pour le coup, a été travaillé pour être à la fois accessible. Donc, et là, pour le coup, on est en train de finaliser, là, de passer les audits, mais l'objectif est d'être 100% conforme au RGAA. Donc, 100% de conformité au RGA. Et en plus de ça, ça a été souhaité éco-conçu et en open source. Donc, aujourd'hui ou demain, n'importe quelle commune, même en dehors de notre territoire, pourra récupérer le socle, le socle Elgar Web. Vous le prenez, vous en ferez ce que vous voulez. Nous, là, pour le coup, ça arrêtera là notre travail. Alors que sur le territoire Pays Basque, la mission accessibilité accompagnera chaque commune pour, à partir de ce socle-là, Elgar Web, pouvoir décliner son propre site internet qui sera, puisque par exemple pour nos communes pilotes, cibourg.fr, Saint-Pé-sur-Nivelle.fr et laonce.fr. Toute cette maison, sa construction, elle s'est faite par un travail des élus qui ont réfléchi sur les fonctionnalités nécessaires et indispensables à un site internet. Et à partir de là, on a décliné ça techniquement pour que ça puisse permettre de faire quelque chose de très souple, mais qui soit accessible. Alors aujourd'hui, quand on va livrer, alors je vais peut-être, parce que je vois que l'heure tourne et puis il faut peut-être qu'on vous laisse un peu le temps de déclinaison, donc je vais peut-être de réponse, je vais m'arrêter là, mais bon, simplement pour vous dire, voilà, la démarche, elle s'est faite comme ça. Je pourrais, pour ceux qui le souhaitent, donner un peu plus de renseignements. Dans la volonté des élus, c'était que ça soit absolument pas une obligation aux communes d'utiliser Elgar Web. Donc, c'est totalement ouvert. Les communes pourront, chaque fois qu'elles ont un projet, l'utiliser ou pas. 2, on a développé ça avec un prestataire, mais là aussi, c'était une volonté de pouvoir permettre au marché local de pouvoir se positionner et réaliser, par exemple, le site de cibourg.fr. C'est ce qui va être possible tout à fait de faire, d'accord ? La seule chose, par contre, qu'on mettra dans les conditions pour participer, à nos prestataires pour participer à ce projet-là, c'est la preuve d'être formé au RGA.
parce que là, pour le coup, je peux en témoigner en tant que collectivité. Aujourd'hui, la grosse difficulté pour les collectivités, c'est de trouver des prestataires formés, mais réellement formés, et qui savent faire du RGA. Voilà, donc ça, c'est vraiment une difficulté. On se rend compte que le décret d'application est sorti en 2009, pour application 2012. Donc, on est en 2022, 10 ans après. Très sincèrement, les prestataires ne sont pas au rendez-vous sur ce sujet-là du numérique. Et donc là, on voit qu'il y a quand même une vraie marge de manœuvre et une marge de progression à obtenir voilà, de nos prestataires. Voilà, je crois que il faut que je m'arrête, Victoria, sinon... Merci. Merci beaucoup. Écoutez, on a une question déjà pour vous. Donc, je vais en profiter pour la poser tant que vous êtes visible à l'écran. Quel a été le levier pour que la gouvernance de la CAPB s'empare de l'accessibilité à ce niveau? Alors, le levier, c'est en fait historiquement, la communauté d'agglomération Pays Basque a été créée donc en 2017. C'est un regroupement de 10 anciennes communautés de communes et communautés d'agglomération. Or, dans une des communautés d'agglomération, donc la communauté d'agglomération Pays Basque, en fait, elle s'appelait Sud Pays Basque à l'époque, voilà, elle avait déjà, elle, travaillé ça et c'était venu du fait des ADAP, c'est-à-dire que les élus avaient souhaité mutualiser un poste pour réaliser sur leur territoire les agendas d'accessibilité programmés en matière bâtiment. Et c'est arrivé comme ça, en fait. Et donc, quand l'agglomération Pays Basque a été créée, la mission accessibilité, pour le coup, qui était au départ quelque chose, donc un poste sur 3 ans, là, il a été décidé en réalité de pérenniser un poste. Et aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment 2 postes à temps plein et pérennes qui sont sur la mission accessibilité au service de tout le territoire. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. J'ai une autre question pour Aurore. Alors, il y en a 2 pour Aurore. Quel est le surcoût lié à l'audit pour un site web d'une commune moyenne? Alors, pour nous, c'est un petit peu particulier. À l'EDICO, ça va dépendre en fait si la collectivité a son site internet chez nous ou pas. D'accord. Si elle a son site internet chez nous, l'intérêt c'est que j'ai pu travailler avec le service web en amont. Donc ça n'empêche pas qu'il faut quand même dérouler l'audit, dérouler les critères et que l'audit soit réel, mais ça permet quand même de gagner du temps. Donc pour nos collectivités, on a en fait un tarif qui est prévu. Donc, par exemple, pour un site internet simplicité, j'ai plus en tête les pages, mais c'est vraiment un site très basique, quasiment une page. Selon le niveau d'adhésion de notre collectivité, on est entre 230 et 280 €. Donc, on est loin des tarifs qu'on peut avoir d'un cabinet de conseil privé. Après, selon la taille du site, on peut aller au plus haut à 840 € pour nos sites internet les plus complexes. Ça, c'est hors originalité. Ça, c'est notre offre où là, vraiment, on développe un site de zéro selon les besoins de la collectivité. Après, pour les sites extérieurs, ça va vraiment dépendre en fait de la complexité du site, du nombre de pages, de la connaissance du prestataire du sujet de l'accessibilité, parce que ça peut être plus ou moins compliqué à auditer derrière. Mais on essaye de rester dans des tarifs raisonnables parce qu'on est une association qui accompagne les collectivités. Et après, ça va dépendre d'un cabinet de conseil à l'autre. Merci. Deuxième question, quelle approche vers leurs membres vers vos membres pour les embarquer sur ce sujet? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à ce que vos membres ils s'intéressent à l'accessibilité? C'est un petit peu le même processus que la FIP 64, c'est de la sensibilisation, c'est du webinaire, c'est des articles sur le sujet. On essaie aussi de s'appuyer sur des collectivités pilotes qui ont compris l'intérêt, qui se sont engagés dans la démarche, essayer de les faire témoigner tout simplement sur ce que ça donne d'entamer le processus. Et montrer aussi que c'est pas, même si c'est technique, ça reste complexe, montrer que c'est pas non plus inaccessible, peu importe la taille de la collectivité. Le plus dur, en fait, c'est de s'engager dedans et peut-être aussi de débloquer les fonds nécessaires. Ça
ça reste une réalité pour les collectivités. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, Écoutez, je peux oui, peut-être oui, bien sûr. compléter. Bien Voilà, sûr, juste tout à fait, avec par grand rapport, plaisir. par rapport à ça, pour donner l'exemple sur le territoire Pays Basque, par exemple, en matière de schéma pluriannuel d'accessibilité numérique, est une obligation que doivent passer toutes les collectivités, quelle que soit la taille de la commune. Hein, et en Pays Basque, on a plus de 100 communes de moins de 1000 habitants, hein, donc voilà, faut pas croire. Donc là, pour le coup, nous, sur le territoire, l'agglomération a proposé l'accompagnement suivant, c'est-à-dire que on s'est fait accompagner dans un premier temps avec un prestataire pour réaliser les schémas pluriannuels. Et ensuite, pour le coup, c'est la mission accessibilité qui réalise pour le compte des communes, avec les communes, bien sûr, on les accompagne. Donc, on fait les audits pour elles, on leur explique et on fait toute la démarche d'accompagnement. Et ça, ça a été gratuit et proposé gratuitement à l'ensemble des communes du territoire. Donc, c'est vrai que même des communes qui n'étaient pas forcément sur le sujet du numérique, pour le coup, le fait que financièrement, ça ne pèse pas trop dans leur budget, ça les aide à rentrer dans la démarche et ça permet automatiquement de leur mettre le petit focus quand même sur l'accessibilité numérique. Merci pour ce complément. Écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions sur le chat. Je vous propose qu'on close ce webinaire. Écoutez, merci pour vos interventions qui ont été, je pense, très riches et qui nous ont permis d'y voir un peu plus clair sur l'accessibilité numérique et de voir que c'est également à portée de tout le monde. Je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire donc, qui sera sur les assemblées dématérialisées. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.